Studio Mosaïque, l'expression de la diversité en Côte d'Ivoire. Web 225, le programme qui fait le point des technologies de l'information et de la communication avec Marina Deli. Coucou à vous, chers internautes. Vous suivez Web 225, votre plateforme qui fait le point des TIC en Côte d'Ivoire. La 3e édition de l'Africa Web Festival se tiendra à l'espace Latry Event aux Deux Plateaux en Côte d'Ivoire du 29 novembre au 1er décembre 2016. Le thème de ce grand rendez-vous du numérique est l'usage des TIC dans l'agriculture, l'éducation et la santé. Avant le grand jour, Madame Mariam Sy Diawara, présidente fondatrice de Africa Web Festival, accorde une interview à Studio Mosaïque. Suivons ensemble l'élément de Arthur Miessan. Mariam Sy Diawara, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de vous présenter déjà. Je travaille dans la com depuis 1973 et puis je vis à Montréal où j'ai fait Maison de l'Afrique qui est un espace de promotion de l'Afrique en Amérique du Nord. Et puis nous avons créé depuis 3 ans Africa Web Festival qui est une plateforme de formation, de discussion, d'information et d'affaires autour du numérique en Afrique. Réelle nécessité ou juste une initiative de trop? Une réelle nécessité puisque ça a bien marché depuis le début. Il y a beaucoup d'engouement et la preuve des gens d'affaires de l'extérieur viennent ici pour faire des affaires avec les gens. Donc c'était une nécessité. Et puis le numérique aujourd'hui, c'est une nécessité pour tous les gens. On n'a pas envie d'y adhérer, mais on est obligé parce que ça prend forme, ça vit dans toutes nos affaires, dans tous nos lieux aujourd'hui. Si on n'est pas numérisé, on ne peut pas vivre. Moi-même, quand j'ai été au Canada, je voulais pas m'adapter, mais j'étais obligé parce que vous ne pouvez rien faire aujourd'hui si vous n'êtes pas sur Internet. Justement, là, cette année, c'est la 3e édition. Quel bilan y a-t-il à tirer à 2 éditions après? On a eu 2 premières éditions qui étaient très belles. La première, c'était demander aux gens, venez en Afrique, venez découvrir le virage numérique. D'abord, pourquoi on l'a créé? Pourquoi on a fait Africa Web Festival? Parce qu'on a appris que tous numérisent, ça on le sait, mais on a appris que si dans 30 ans il n'y a rien qui est fait, que les gens ne pourront pas travailler parce que les choses vont se numériser et les gens ne pourront pas travailler sur ces choses-là. Donc on s'est dit, et que si rien n'est fait, seulement 25% de la population mondiale va être employable. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique dans ce cas-là? Le deuxième constat, c'était qu'en Afrique, des belles choses se font, mais chacun travaille de son côté. Il n'y a pas un endroit où ils peuvent discuter et avancer ensemble. Et le troisième, c'était, nous avons une population de jeunes en Afrique très créative et que le numérique, c'est vraiment le moyen pour eux pour s'approprier la vie d'aujourd'hui et montrer leur créativité au monde entier sans avoir besoin d'aller à l'extérieur. Vous, par exemple, Arthur, vous êtes là, vous êtes un jeune bien dynamique et autres. Vous faites bien votre truc, vos sons vont aller partout ailleurs grâce au numérique. Et puis ensuite, les gens vont voir, il y a un jeune dynamique. Vous n'avez pas besoin d'aller en France ou au Canada pour être le meilleur. Voilà. Quelles sont les spécificités de cette 3e édition-là? La spécificité cette année, c'est donc la première, j'ai dit, c'était découvrir le virage numérique de l'Afrique. La deuxième, c'était une Afrique connectée. La troisième, c'est faire affaire dans le monde du numérique. Parce que si on veut que les Toubabs viennent ici se frotter à l'Afrique pour voir ce qui se passe, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent faire des affaires. Donc c'est appuyer un peu plus sur la spécificité à faire. Et on a des délégations qui arrivent du Canada, des États-Unis, de France, par exemple de Bordeaux. Métropole Bordeaux va être là avec la French Tech, avec la Chambre de commerce et avec d'autres gens d'affaires. De Paris, il y a l'Office franco-québécois de la jeunesse qui accompagne tous les jeunes entrepreneurs dans le tech qui vont être là. Au Canada, on va avoir la créatrice du coding jeunesse, on va avoir le fondateur de Hacking Health, on va avoir le festival des startups, on va avoir l'incubateur de l'université qui va faire un masterclass pour dire aux universités ici comment on crée des incubateurs, comment on l'a fait vivre au sein de l'université, parce qu'il faut reconnaître les plus grands incubateurs venaient des universités. Et donc tous ces gens d'affaires, on va avoir Export Québec qui va être là avec une bonne délégation, PME Montréal qui englobe le tissu PME montréalais qui va être là, et puis bien d'autres gens. On a par exemple le top des geeks
nord-américain qui s'appelle Noah Redler, qui est là pour le festival. Donc, il y a de belles classes de gens d'affaires qui vont être là. Ça, c'est la spécificité cette année. L'autre spécificité, c'est que le thème étant agriculture, santé et éducation, il va avoir 3 hackathons dédiés à ces ministères-là. Donc, les ministères vont pouvoir dire aux jeunes geeks c'est quoi nos besoins et les geeks vont créer des applications pour les aider dans ces besoins. Ce qu'on n'avait pas l'année dernière, c'était Champi des TIC, c'est-à-dire faire que les jeunes des collèges vivent le numérique. Cette année, ça existe. Il va y avoir un concours, Koumassi, Abobo, Grand Bassam et Cocody. Donc, il y a ça. Il y a le speed jobbing qui est très à la mode dans tous les pays aujourd'hui où des gens qui cherchent le travail sont en face. Ça, c'est démocratiser l'accès aux emplois. Vont être en face d'entreprises qui cherchent des jeunes, qui cherchent des employés. Les jeunes peuvent venir pitcher 5 minutes devant l'employeur et comme ça, il fait sa base de données s'il recherche un emploi. L'autre truc, c'est tous les ans. Il y a le concours application et le concours application et le concours vidéo. La différence entre nous et certaines personnes, c'est que nous ne donnons pas de prix en argent. Nous formons les lauréats, nous présentons leurs œuvres à l'extérieur. Ça a du mal à se faire accepter, mais c'est ce que nous voulons faire, c'est notre spécificité. Parce que donner de l'argent, ça n'arrange rien. Nous amenons les meilleurs des autres pays en Occident à venir donner des formations de même niveau à nos gars ici, qui ont été des lauréats pour qu'ils améliorent leurs œuvres, pour leur apprendre à vendre leurs œuvres en leur donnant des cours de marketing et autres. C'est ce que nous faisons. L'autre spécificité cette année, je vous ai dit, les thèmes c'est agriculture, éducation et santé. L'autre spécificité qui n'en est pas une, mais qui avait déjà commencé l'année dernière, c'est amener les écoles confessionnelles musulmanes, je parle d'écoles des grands, à venir au festival et à fréquenter les jeunes d'ailleurs. Par exemple, s'il y a des hackathons, ils sont avec des jeunes de l'école laïque et ils font les hackathons avec eux. Ça apprend aux jeunes le vivre ensemble, qu'il n'y ait pas qu'ils soient exclus de ce monde-là. Donc par ce biais-là, on fait vivre tous les jeunes ensemble. Là, c'est un bel événement, on va dire, mais est-ce qu'au-delà de ce type d'événement-là, peut-on réellement dire que l'Afrique a réellement pris en marche le train du numérique aujourd'hui? Justement, ça c'est un des objectifs aussi. Pourquoi une des missions, pourquoi la Africa Web a été créée? Parce que beaucoup de belles choses se font en Afrique. Chacun travaille de son côté. Par exemple, le logiciel de gestion de crise que l'ONU utilise est créé au Kenya. Bon, mais les autres Africains savent pas. Donc chacun travaille de son côté et ils s'émulent pas ensemble et ils s'aident pas à avancer ensemble. Donc la plateforme Africa Web Festival, c'est pour ça. On vient, on regarde où est-ce qu'on en est dans le numérique aujourd'hui en Afrique chaque fin d'année. Et puis l'autre truc, c'est que il y a des rencontres annuelles dans les pays. C'est pas aussi grand que la fin de l'année, mais il peut y avoir des formations au Mali, des formations au Sénégal selon les besoins des pays ou des formations en République centrafricaine. Et je vous disais qu'il y a des délégations d'affaires qui viennent d'ailleurs, mais il y a des jeunes geeks qui ont des startups qui viennent de 15 pays d'Afrique, Tchad, République du Congo, démocratique du Congo, Niger, Sénégal, Mali, Burkina, Ghana, Nigeria. Il y a des jeunes qui viennent de partout en Afrique pour assister au festival et pour rencontrer des jeunes dans les mêmes domaines en Europe aussi ou en Amérique du Nord pour échanger avec eux et pouvoir faire des affaires ensemble. Donc ça aussi, ça existe. Aujourd'hui, l'Afrique a-t-elle réellement réussi à réduire ce fossé-là numérique avec le reste du monde? Si on regarde au niveau créativité, l'Afrique a les moyens. Elle a des jeunes créatifs, elle peut créer des contenus et autres, elle peut vivre parce que pourquoi beaucoup de délégations viennent d'Europe et ailleurs pour venir rencontrer des jeunes ici? Parce que il y a des jeunes très très forts, très talentueux ici. Donc de ce côté, on peut dire que l'Afrique a réussi, mais il peut rien se faire sans guide, sans canalisation. Ces jeunes-là ont besoin d'être canalisés. On les aide, par exemple, quand ils ont des startups, à améliorer les startups. On les aide pour leur expliquer l'idée, c'est bien, mais comment est-ce que tu peux en faire une bonne entreprise? On les aide à voir dans quel cadre ils sont pour que quelqu'un leur vole pas leur idée. Donc, il y a plein de choses. Sinon, l'Afrique, elle a les moyens, mais mettre un cadre, le cadre n'est pas encore mis.
Et puis, c'est pour ça qu'on a des brouteurs, des ci, des ça, parce que le cadre n'est pas mis. Par exemple, nous, on s'attelle à expliquer à nos jeunes qui sont très, très créatifs pourquoi être brouteur. Tu gagnerais plus d'argent et c'est plus durable si tu faisais, tu créais une start. On t'accompagnerait et tu deviendrais le Bill Gates de demain. Donc, pourquoi tu vas te créer des problèmes en faisant des mauvaises choses où tu gagnes juste 200 000 et puis c'est fini. D'accord, je vais justement vous emboîter le pas. Selon une récente infographie, il ressort que en Côte d'Ivoire, nous avons 5 230 000 internautes. Et parmi ces 5 millions d'internautes à peu près, il y a 81% qui consultent régulièrement les réseaux sociaux. 40% y vont pour la recherche d'informations professionnelles, 40% consultent les sites d'information, les sites d'actualité, 40% pour le téléchargement de fichiers audio et vidéo et 55% pour WhatsApp. Diriez-vous que déjà ce chiffre de 5 millions d'internautes, c'est un chiffre flatteur? Et est-ce que aujourd'hui les Ivoiriens utilisent Internet de la bonne manière au regard de ces chiffres-là? Oui, moi je pense que les Ivoiriens, c'est flatteur les chiffres que vous venez de donner, que je n'avais pas. J'ai quelques-uns, mais je n'avais pas celui-là, donc c'est très flatteur. Mais moi je peux dire, je suis très flatté quand je vois l'utilisation d'Internet dans nos pays. Hein. Pourquoi dénoncer justement le problème du broutage et tout, est-ce que ça c'est pas une mauvaise manière d'utiliser Internet? Oui, mais combien de jeunes l'utilisent de cette façon? Il y en a pas beaucoup. Ça fait beaucoup de bruit, mais il y en a pas beaucoup qui l'utilisent. Et puis en plus, c'est pas forcément les meilleurs. C'est des gens qui savent qu'on peut blaguer, des petits bandits qui font certaines choses, mais qui ne voient pas aussi le danger de ce qu'ils font. Sinon, ils le feraient pas. Donc, la PLCC, par exemple, qui est la structure qui s'occupe de ça, est en train de faire beaucoup de travail de formation, d'information pour leur dire le danger et pourquoi ne pas le faire et puis pour mieux les encadrer pour qu'ils mettent leur talent au service de d'autres choses. Donc ceux-là sont une minorité qui fait mal, qui fait du bruit, mais c'est une minorité quand même. Et sinon, l'utilisation d'Internet ici, quand on la regarde et quand on regarde, moi je parle souvent du talent des jeunes, de ces jeunes-là, combien de talents ils ont. Et quand je vois tous les vautours qui tournent autour d'eux, venus d'ailleurs pour exploiter les idées qu'ils ont, je suis très fier. Mais maintenant, comment faire pour que l'Afrique perde pas cette créativité? Pour que le petit jeune qui est créatif, comment l'utiliser pour que lui-même il se crée des emplois ici, qu'il embauche des gens ici? C'est ça notre travail et c'est à ça que nous travaillons. Sinon, on est fier des chiffres, on est fier de la réalité dans nos pays. Cette année, vous avez parlé en termes de spécificité, de tout ce qui sera apporté donc au domaine de la santé, de l'agriculture et tout ce qui va avec. Je veux dire, aujourd'hui, de quelle manière concrètement le numérique peut-il se mettre au service, bien sûr, de ces secteurs-là, du secteur de l'agriculture, de la santé, de l'éducation? Dans les faits, comment cela peut se faire? Comment est-ce que le numérique peut se mettre au service de ces différents secteurs d'activité-là? Justement, j'allais vous dire que nous, on n'est pas, par exemple, vous avez beaucoup d'événements qui se créent ici autour d'éthique, mais ce sont des événements théoriques. Nous, on veut être pratique. À ce titre-là, par exemple, même quand il y a une conférence, s'il y a le ministère est celui qui a le besoin. On met en face de celui qui a le besoin des jeunes en technologie qui, eux, peuvent ce besoin-là le caler en numérique. Et puis on a ceux qui ont l'outil, qui sont invités aussi, qui peuvent dire, bon, si vous nous donnez telle info, nous, on peut le mettre dans tel outil et ça peut servir les besoins de ça. Donc ça, c'est ça. Deuxièmement, si vous regardez notre programme, on a beaucoup plus d'ateliers. C'est-à-dire le jeune start-upper et autres qui a créé son entreprise. Comment il fait pour que son idée belle là, il la change en entreprise? Quelles sont les structures sur place? Par exemple, pour CPC, qui peuvent l'aider même s'il est une petite entreprise. Et puis, comment il doit faire son suivi, accompagné de mentors ou pas, pour arriver à être une entreprise un peu pérenne, même s'il est petit. Donc, tout ce que nous faisons, par exemple, l'incubateur qui arrive de Montréal, de l'Université de Montréal, c'est quelqu'un de très pratique. Il vient expliquer aux universités ici c'est quoi un incubateur et comment faire pour le rendre très pratique et qui serve la communauté. Noah Redler, que je vous ai dit et qui est là, Noah a travaillé dans un espace de coworking, a accompagné beaucoup d'entreprises
aidé par les grandes entreprises ou soutenu par les grandes entreprises des anges financiers. Il est là pour expliquer aux jeunes comment concrètement vous pouvez passer à l'acte. Comment est-ce que vous pouvez vous améliorer? Donc, nous, dans notre système, c'est pas pour rien que je suis au Canada, c'est une population qui est petite, donc ils savent faire mieux avec peu. Et cette expertise-là, j'essaie de la donner aux gens ici. Donc, tout ce que nous faisons est concret, pratique. C'est des cours de formation que nous donnons tout le long de l'année. Les gens n'ont pas besoin d'aller prendre des cours sur le long terme, mais c'est techniquement, ils ont besoin de quoi? Et leur donner ce petit module duquel ils ont besoin pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, à vous entendre parler, on comprend bien que le numérique, c'est aujourd'hui la police d'assurance de l'Afrique. Mais ne va-t-il pas achever d'aggraver la situation du chômage en Afrique? Non, le numérique moi je travaille dans ce domaine-là parce que c'est un outil de création d'emplois. Des jeunes avec, par exemple, on sait que dans nos marchés, beaucoup de choses peuvent être mises à la disposition des gens. Un petit jeune qui peut travailler à créer un petit logiciel, peut le vendre à une petite vendeuse, peut l'aider à mettre ses choses. C'est vraiment un outil de création d'auto-emploi. C'est un outil d'auto-emploi. Et honnêtement, quand j'ai aimé le numérique, quand je suis venu travailler dans ce domaine-là, pour aider les Africains ou les jeunes Africains, c'était parce que pour moi, c'était une opportunité de création d'emplois pour les jeunes. Et c'est pour ça que dès les débuts, nous avons collé l'entrepreneuriat au numérique. Et nous travaillons avec le ministère de l'entrepreneuriat et le ministre de l'emploi des jeunes pour voir comment est-ce qu'ensemble, on peut aider à résorber le chômage. Mariam Sy Diawara, merci. Mais avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Africa Web Festival? On peut demander au gouvernement de reconnaître Africa Web Festival comme un événement d'utilité publique, d'utilité publique, parce que j'allais dire d'envergure nationale, mais d'envergure internationale, on l'a aujourd'hui. Mais comment être reconnu comme événement d'utilité publique? Parce que ça aide beaucoup. Quand on vend l'événement à l'extérieur, quand on demande aux Canadiens, aux Américains de venir, si on dit c'est un événement d'utilité publique, si l'État où ça se passe reconnaît que c'est un bon événement, les gens sont plus enclins à venir et ont plus confiance. Ça, c'est ça. Et puis, demander au gouvernement qui nous aide, qui nous soutienne matériellement, parce que c'est la petite dame Mariam Sy Diawara qui paye de ses fonds pour produire un tel événement, alors que c'est un acte du gouvernement. Donc ça aussi, on aimerait bien être soutenu de ce côté. Donc c'est les deux, ça. Ben sinon la joie c'est de voir que tout le monde, qu'il soit africain, ivoirien ou venant d'Occident, aime l'événement et s'approprie l'événement. Nous avons beaucoup de soutien, pas des gens qui nous donnent de l'argent forcément, mais des gens qui nous aident à améliorer l'événement, des grands professeurs de partout ailleurs. Par exemple, on a depuis 2 ans le professeur reconnu Carlos Moreno qui vient faire des débats ici sans être payé. Beaucoup de gens viennent ici sans nous demander un chouïa de soutien. Ils savent que c'est un événement porteur qui va aider l'Afrique, qui aide les jeunes Africains, et à ce titre-là, ils viennent donner 1 journée, 2 journées, 1 semaine pour aider Africa Web Festival. Donc là, c'est une grande joie, mais on aimerait aussi que le gouvernement fasse sa part, que ce ne soit, moi j'ai fait ma part pendant les 3 premières années, parce que c'est pas des événements rentables au début, parce que c'est de l'innovation. On a des sponsors comme Orange qui nous aident, comme la francophonie qui nous aide, ensuite à RTCI et autres, mais ça ne suffit pas. Il faut que le gouvernement nous aide à atteindre le seuil de rentabilité pour que l'événement soit pérenne et puisse vivre et s'améliorer au fil des ans et en fonction des besoins. Première année, on était découvrir le virage numérique. Les gens l'ont vu, c'est quoi le virage numérique de l'Afrique. Deuxième année, c'est une Afrique connectée. Troisième année, c'était porté sur des thèmes bien plus précis qui ont un intérêt à s'allier au numérique. Et j'ai oublié de vous dire que des institutions comme COP 21, on a été labellisé, COP 22, on est labellisé, on va lancer même un concours pour COP 22. Donc ça veut dire qu'on est un bon événement, que les gens reconnaissent à sa juste valeur. Maintenant, il faut nous aider à la pérenniser.
Chers auditeurs de Web 225, c'était Madame Mariam Sidjawara, présidente fondatrice de Africa Web Festival, qui, au micro de Arthur Miessan, nous a suffisamment éclairé sur son événement. Cet échange vient en prélude au documentaire web et radio qui sera produit par Studio Mosaïque à l'occasion de la 3e édition de l'AWF 2016. Voilà, je l'ai dit, rendez-vous sur le hashtag AWF 2016. Portez-vous bien!